Alors, bonjour tout le monde. Nous voilà, il est midi. Alors, merci d'être là, nombreux avec nous. Je vous vois peu à peu vous connecter. On a eu 230 inscriptions. Les gens arrivent progressivement. Alors, aujourd'hui, dans le fond, on va analyser deux études que la chaire rend disponibles aujourd'hui avec deux auteurs, ma collègue Suzy Saint-Cerny qui est avec moi durant cette présentation. Et à la fin de la présentation que nous aurons fait, bien, Suzy et moi allons être disponibles pour, dans le fond, répondre à vos questions. Donc, il y aura une période de questions. Soyez patients, on va présenter, puis par la suite, on pourra échanger sous forme de questions vers la fin. Alors, sans plus tarder, peut-être juste pour débuter la présentation, peut-être un bref retour, dans le fond, sur le contexte budgétaire du gouvernement du Québec. Depuis les deux dernières élections, dans le fond, on a la chance d'avoir, avant le déclenchement des élections, un rapport préélectoral. Et succinctement, ce que ce rapport préélectoral-là disait, il disait que nous étions en situation déficitaire au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire, mais le déficit que vous voyez à l'écran est inférieur à 2 milliards pour chacune des années présentées et il intègre ce déficit-là une réserve provision pour risque économique de 2 milliards par année pendant 5 ans et il intègre chacun des versements faits au Fonds des générations. Donc, ça vous donne le portrait en tenant compte de la provision de 2 milliards pour risque économique, en tenant compte des versements au Fonds des générations, nous avons un déficit au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire de moins de 2 milliards. Évidemment, qui dit campagne électorale dit des partis politiques qui prennent des engagements. Chacun des partis politiques l'a fait. Évidemment, c'est la coalition Avenir Québec qui a gagné les élections. Il devient donc le gouvernement. On va donc s'intéresser uniquement à certaines mesures qui ont été prises par le gouvernement. Si on totalisait l'ensemble des engagements du gouvernement lors de la dernière campagne électorale, nous sommes autour de 25 milliards sur 5 ans. Évidemment, on ne passe pas ça en revue aujourd'hui. On ne passe même pas toutes les mesures fiscales qui ont été faites ou annoncées. On se concentre sur les deux mesures que vous voyez qu'on a mis en gras. Mais déjà, la semaine passée, l'aide ponctuelle pour le coût de la vie de 3,5 milliards, qui est une mesure ponctuelle, a été confirmée. Et hier, on avait les premiers signaux concernant le dernier point, qui est la limitation de la hausse des tarifs. Mais ça, plus de détails vont suivre à l'avenir. Donc, on va poursuivre sur les deux principales mesures dans le cadre de la présentation. Cela dit, lorsqu'on intègre dans le cadre budgétaire que je viens de vous montrer l'ensemble des engagements faits par le gouvernement lors de la dernière campagne, bien, vous voyez qu'il y a une aggravation des déficits. Donc, la mesure ponctuelle de 3,5 milliards, bien, elle aggrave le déficit de l'année en cours. Les autres mesures pourront aggraver les déficits des années subséquentes. Vous voyez qu'autour de 2026-27, on est pas mal à la même place en termes de déficit. Là, on est à 2 milliards. Et c'est pas mentionné dans la diapo qu'on vous présente, mais le gouvernement, dans son cadre, lors de la campagne électorale, disait qu'il visait toujours un retour à l'équilibre budgétaire pour l'année qui suit, donc 2027-28. Alors, c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que, ceci étant dit, que nous allons nous intéresser, dans le fond, à deux des promesses fiscales qui ont des effets récurrents, donc pas de mesures ponctuelles, mais qui ont des effets récurrents pour chacune des années. La bonification du crédit remboursable pour aînés dans un premier temps et les baisses d'impôts, donc les réductions dans le barème d'imposition dans un deuxième temps. Essentiellement, ce qu'on va regarder, c'est c'est quoi qui a été promis, pourquoi ces mesures-là ont-elles été faites et on va regarder si, dans certains cas, il serait possible de faire autrement. Donc, essentiellement, c'est l'objectif donc du midi-conférence d'aujourd'hui. Suzy, ton micro est fermé. Donc, ce que je disais, c'est que vous allez voir à tour de rôle, si je pense à ouvrir mon micro, que Luc et moi, on va prendre la parole à tour de rôle. Je fais brièvement
à quoi va ressembler notre plan de notre présentation. Je vais vous parler de quelques aspects méthodologiques. C'est quand même important quand on fait des études de montrer comment on les a fait. Suite à ça, la deuxième partie de la présentation va se concentrer sur l'étude qui traite du crédit remboursable pour le soutien des aînés. Suite à ça, on y va avec la réduction de l'impôt sur le revenu des particuliers. Donc là aussi, des constats, des considérations. La promesse, c'est quoi la promesse? Est-ce qu'il y a des alternatives qu'on couvre? Finalement, on va brièvement conclure, naturellement, avec des remarques finales où on pourra parler un peu du financement de ces promesses-là et de ces mesures. Donc, très brièvement, aspect méthodologique. Qu'est-ce qu'on en dit? Grosso modo, dans les deux études, on a utilisé des méthodologies très similaires, c'est-à-dire qu'on a utilisé pour mesurer le coût des promesses et des alternatives et mesurer les effets redistributifs, une base de données et la base de données et modèle de simulation des politiques sociales de Statistique Canada. Qu'est-ce que c'est ça? C'est donc, oui, une base de données qui a une population qui est représentative de ce qui existe au Québec et même plus largement au Canada. Et c'est un modèle qui permet de simuler l'ensemble des impôts et des impôts sur le revenu des particuliers et des transferts. Il y a aussi les cotisations sociales qui existent réellement dans les provinces et au Québec, que ce soit fédéral ou provincial. Donc, ça nous permet de simuler des changements fiscaux, des changements au transfert et de voir quels seront les effets dans la distribution des bénéfices ou des désavantages pour certains s'il y a des changements qui pourraient, par exemple, augmenter les impôts ou diminuer des transferts. C'est donc ce qu'on a utilisé. On utilise aussi régulièrement dans nos études des cas types, c'est-à-dire de voir un ménage représentatif, un couple, une famille, des aînés ou pas, pour voir les effets sur les revenus disponibles de changements fiscaux, mais c'est des méthodologies qu'on a utilisées ici aussi. Les calculs qu'on effectue, ils sont faits pour l'année 2022, peu importe à quel moment dans la vraie vie seront faits les changements fiscaux ou lorsqu'ils seront faits. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a appliqués à l'année 2022. Il faut donc avoir ça en tête. Allons-y pour la première étude. La première étude traite du crédit remboursable pour le soutien des aînés. Lorsqu'elle a été mise en place, cette mesure-là, clairement, l'objectif était clair, c'est-à-dire de procurer un soutien aux aînés qui sont à faible revenu et les aînés se définissant comme les personnes de 70 ans et plus. Mais comment on peut tracer le contour de cette population-là? C'est qui cette population-là, son importance? Mais voici une ou deux diapos à cet égard-là. Donc, dans le premier cas, c'est l'importance du groupe des 70 ans et plus dans la population générale au Québec. En 2022, cette population-là représente 14 de l'ensemble de la population. C'est plus important que ce que c'était en 2000. En 2000, on était autour de 9 et dans 10 ans, ça augmente, ça va représenter 19 de l'ensemble de la population, donc en 2032. C'est donc un groupe qui prend de l'importance. C'est aussi ça, la transition démographique et le vieillissement de la population. On vous en parle ça aussi régulièrement. Donc, c'est l'importance grandissante de ce groupe-là. Donc, du groupe qui peut être touché par la prestation dont on parle ou le crédit dont on parle aujourd'hui. La banque de données ou le modèle de Statistique Canada dont on vous parlait tantôt permet aussi de voir comment se distribue la population en fonction des revenus. C'est ce que je vous montre ici pour les ménages cette fois-là. Donc, les ménages qui sont composés au moins d'un aîné de 70 ans et plus, quel est leur revenu à ces ménages-là? Donc, on voit qu'il y a 36 des ménages qui ont un revenu inférieur à 25 000 et on a 32 qui ont un revenu entre 25 000 et 50 000 Donc, 68 des ménages où il y a au moins un aîné de 70 ans et plus, ont un revenu inférieur à 50 000 Il faut avoir ça en tête, c'est des aînés qui vont être touchés notamment par le crédit soutien aux aînés. Et ce qu'il faut comprendre avec ce crédit aux aînés-là, c'est, dans le fond, qu'il existe depuis 2018 seulement. Il a été instauré en 2018 par le gouvernement de François Legault à son arrivée au pouvoir. Au début, on parlait vraiment d'une mesure, d'une petite mesure fiscale. On parlait de 200 $ par aîné
à revenu modeste. Pour un couple, c'était 400 $. Là, vous voyez dans le graphique, je parle de 215 et de 430 parce que ces mesures-là, depuis 2018, ont été indexées. On parlait d'une mesure de 200 $ et 400 $ selon qu'on soit une personne seule ou un couple. Et les seuils de réduction étaient quand même assez faibles, faisant en sorte que pour une personne seule, à 28 500, il n'y a plus droit avec le montant de 200 $. Et on avait un seuil de sortie inférieur à 50 000 $ pour un couple d'aînés de 70 ans et plus. Bon, à l'époque, c'était une mesure aussi qui avait un coût pour le budget de l'État qui était à 100 millions. Donc, aussi, un budget modeste, une mesure modeste. Lors des années qui ont suivi, dans le fond, avec la mise à jour économique d'il y a un an, donc la mise à jour de 2021, il y a eu une forte bonification où, dans le fond, on a doublé pratiquement le crédit qui est passé à l'époque à 400 $. Encore une fois, avec indexation, on est rendu à 411 $. Et pour un couple d'aînés qui a été doublé à pratiquement 800 $. Et avec indexation, on est rendu à 822 $. Mais ici, ce que vous pouvez voir, c'est lorsqu'on augmente la valeur du crédit, même si on garde les mêmes seuils de réduction, comme on a plus d'argent et qu'on a le même taux de réduction, il y a certains bénéficiaires qui n'avaient pas accès au crédit avant, qui ont accès partiellement. Donc, ça crée des nouveaux bénéficiaires lorsqu'on augmente le montant. Et nécessairement, vous voyez, le seuil de sortie est plus loin, donc il y a des gens qui n'y avaient pas droit, qui maintenant y ont droit. Dans le cas des couples, là, on passe d'un seuil de sortie de 48 000 à pratiquement 56 000. C'est ça, en gros, le changement de la bonification, non seulement de l'augmentation. Et donc, en faisant ça, on comprend aussi que le coût initial de 100 millions, bien, il est rendu à pratiquement 250 millions. Donc, de doubler le montant, ça a un effet de plus que doubler, parce qu'on ajoute des bénéficiaires, sur le coût global du crédit. Et là, je vais m'intéresser à la promesse. La promesse, dépendamment comment on le regarde, par rapport au montant initial qui était de 200 $, on le multiplie par 10 parce qu'on offre maintenant 2000 $ avec la promesse. Ou, selon où on était rendu à 400 $, on pourrait dire qu'on multiplie par 5 la valeur du soutien aux aînés. Et donc, là, j'ai changé d'échelle par rapport à la diapo précédente, mais vous voyez maintenant que par rapport aux petites lignes que j'expliquais dans les diapos précédentes, que la mesure est vraiment plus significative. Et encore une fois, si on conserve les mêmes taux de réduction, vous voyez évidemment que les seuils de sortie pour une personne seule passent de 32 000 à 64 000. Ça veut dire que non seulement le montant est plus généreux, mais il y a beaucoup plus de bénéficiaires. Ça, il faut le garder en tête. Et même chose du côté des couples, évidemment, en passant à 4 000, bien là, on voit que le seuil de sortie qui était au départ en bas de 50 000, avec la bonification rendue à 56 000, avec la promesse, si la promesse se matérialise, on s'en irait presque à 120 000 de seuil de sortie pour un couple. Donc, beaucoup plus de bénéficiaires, un programme beaucoup plus coûteux. Je vous rappelle la promesse initiale, l'annonce initiale, 100 millions. L'annonce, la bonification de l'année passée, 250. Et là, on serait rendu à presque 1,9 milliard en intégrant cette nouvelle promesse-là. Donc, nouvelle promesse. Combien ça représente? Luc dit, les seuils de sortie sont repoussés, on ajoute des bénéficiaires, mais combien on en ajoute? On l'a simulé grâce, encore une fois, au modèle de Statistique Canada. C'est ce que je vous présente ici. Donc, ce que ça dit, cette diapositive-là, c'est actuellement, donc en jaune, il y aurait 55 % qui bénéficieraient, 55 % des ménages avec un aîné de 70 ans et plus, qui bénéficieraient du soutien des aînés. Donc, qui recevraient un montant entre 1 et 411 $. Sous l'ancien modèle, ça aurait été 51 %. Donc, le passage le doublement du montant a permis d'ajouter des bénéficiaires, mais pas tant que ça, un peu comme Luc le prévoyait avec ses graphiques précédents. Par contre, on repousse tellement les seuils de sortie qu'avec 2 000 $, là, on ajoute beaucoup de bénéficiaires. Il y aurait donc maintenant, si on se rend à 2 000 $ avec les paramètres qu'on suppose dans notre étude, on se rendrait à 83 % des ménages qui recevraient le soutien des aînés. Donc, on se retrouve à des ménages qui ont des revenus quand même plus élevés, qui recevraient un montant de soutien des aînés. Donc, c'est ce que ça donne.
Lorsqu'on fait des études sur des mesures de soutien, on aime bien voir pour les personnes, les bénéficiaires à faible revenu, qu'est-ce que qui reçoivent les transferts gouvernementaux, qu'est-ce que ça leur permet de couvrir comme besoin de base. C'est ce qu'on fait à la diapo suivante, c'est-à-dire qu'on essaie de voir une personne qui n'a aucun revenu privé. Dans le cas des aînés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas de revenu de rente de retraite privée et qui n'aurait pas de prestation du régime des rentes du Québec. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est une personne qui n'aurait pas travaillé précédemment dans sa vie active plus jeune. Donc, un aîné de ce type-là, de 70 ans et plus, recevrait du supplément de revenu garanti, la pension de sécurité de la vieillesse, recevrait des crédits remboursables, crédit TPS, solidarité, et bien sûr, le soutien des aînés. On va voir combien elle recevrait, donc, combien elle peut couvrir de ses besoins de base qui sont mesurés par le mesure du panier de consommation de Statistique Canada. Ce que ça dit, ce graphique-là, c'est qu'actuellement, une personne seule de 70 ans et plus arriverait à couvrir avec ce que les gouvernements lui transmettent en transfert, 102 de la mesure du panier de consommation, donc des besoins de base, incluant les mesures ponctuelles, on est en 2002. Et grâce à la bonification, il y a une hausse quand même conséquente du taux de couverture qu'on se rendrait à 108 Pour le couple, on passerait dans ce cas-là de 110 à 120 avec les mesures ponctuelles aussi. Donc, encore une fois, on voit que en termes d'objectifs pour les aînés à faible revenu, le soutien des aînés bonifiés va contribuer grandement à une amélioration de la situation financière de ces aînés. Bon, considérant le coût de la promesse et de l'ampleur de la bonification, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est possible de faire mieux en toute modestie? Donc, est-ce que c'est possible de proposer des alternatives et de faire mieux avec le même coût ou même avec un coût moins élevé? Et donc, la première élément que nous allons que nous avons proposé comme alternative, c'est compte tenu que depuis juillet 2022, la pension de sécurité de la vieillesse offerte par le gouvernement canadien a été bonifiée de 10 pour les bénéficiaires de 75 ans et plus. Mais on s'est dit, au lieu d'offrir le 2000 égal à tout le monde, peut-être qu'on pourrait offrir 2500 aux bénéficiaires de 70 à 74 ans et réduire ou offrir 1800 pour les bénéficiaires de 75 ans et plus. Comme ça, c'est comme si on anticiperait la bonification de la PSV pour tout le monde à partir de 70 ans, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont bénéficiaires du soutien aux aînés, de cette façon-là. Donc, c'est une première proposition qui est possible au même coût. Donc, il faut garder ça en tête. Une deuxième piste ou alternative, ce serait de dire, comme on mentionne qu'on veut, comme Suzy le soulignait, là, le crédit soutien aux aînés, c'est pour les gens à revenus modestes. Alors, avec des seuils de sortie aussi élevés qu'on a présentés tout à l'heure, clairement, le seuil de sortie se fait à des niveaux, puis quand on couvre 83 des ménages, on déborde des aînés à revenus modestes. Là. Donc, avec la deuxième proposition, on s'est dit on peut garder le même 2000 si on le souhaite, mais au lieu de réduire le soutien aux aînés au rythme de 5 points de pourcentage, on pourrait les réduire à 8 Donc, chaque fois qu'on gagne $1 au-dessus du seuil, augmenter le seuil de réduction de 5 à 8 Ça devancerait le seuil où les gens cessent de bénéficier de la mesure. Tous les gens à faible revenu auraient la pleine bonification et ça ferait en sorte aussi que ça réduirait la pression sur le coût de cette promesse-là. Et Suzy a parlé du nombre de ménages bénéficiaires où on disait qu'on faisait passer de 55 à 83 avec la bonification. Ici, avec l'alternative, on ferait passer à 75 Donc, il y aurait quand même beaucoup plus de gens qu'il y aurait, mais on aurait une réduction des coûts parce qu'on aurait balisé avec une réduction plus vite. La troisième piste qu'on analyse ici, c'est compte tenu chez les personnes âgées, il y a des écarts de revenus souvent qui sont significatifs entre les deux conjoints. Comme la PSV est calculée sur une base individuelle,
comme les mesures là, pour pallier le coût de la vie qui ont été annoncées cette année sont sur une base individuelle, on pourrait dire le soutien aux aînés pourrait devenir sur une base individuelle. Chacun des aînés de 70 ans et plus aurait droit aux 2 000 $ avec un seuil de réduction de 8 %, mais il n'y aurait plus de notion de revenu familial. Dans ce cas-là, effectivement, ça coûterait toujours moins cher et le nombre de ménages qui auraient droit au soutien remonterait un peu de 75 à 78 % si on passait, dans le cas des couples, à une situation familiale à individuelle, mais on serait quand même en deçà du seuil de réduction du nombre de ménages couverts par la promesse actuelle. Donc, en guise de conclusion sur la bonification du soutien aux aînés, lorsqu'on ajoute le 1,6 milliard de la promesse aux 250 millions de la mesure existante, on a un crédit qui va être costaud une fois mis en place. C'est un coût qui va être appelé à être haussé. Comme Suzy le montrait bien, il y a de plus en plus la cohorte des 70 ans et plus va être en augmentation. Donc, il va y avoir une pression sur ce programme-là, juste une pression démographique. On avance l'idée qu'il y a des alternatives pour limiter le coût de façon à mieux cibler sur l'objectif de ce soutien-là qui est d'aider les aînés à revenus modestes. Dans un contexte aussi où la situation budgétaire du gouvernement peut être appelée à changer avec un ralentissement économique, on suggère ici que la mise en œuvre pourrait être décalée, considérant qu'en 2022, il y a déjà eu les 3 mesures ponctuelles du gouvernement du Québec et la mesure ponctuelle du gouvernement fédéral pour les gens à plus faible revenu. Donc, la mise en œuvre pourrait être décalée. Et advenant une situation budgétaire moins favorable, la mise en œuvre pourrait être progressive. Donc, au lieu de passer de 411 $ à 2000 dans une seule année, on pourrait passer de 400 à 800 à 1200, 1600, 2000 sur un horizon de 5 ans. C'est le genre de truc qui pourrait être envisagé, toujours dans un contexte où, en vue d'en limiter modestement les coûts. Bon, ça fait le tour de la mesure soutien aux aînés. Gardez vos questions ou mettez-les dans la boîte de dialogue pour qu'on les voit plus tard. On passerait maintenant à la deuxième étude qu'on vous présente aujourd'hui, qui est la fameuse promesse de réduire l'impôt sur le revenu des particuliers. Donc, promesse qui a été faite par le gouvernement, mais qu'il y avait d'autres partis aussi qui promettaient des baisses de barème à l'impôt sur le revenu. Donc, je vais d'abord vous présenter, avec l'aide de Suzy, là, quelques constats. Donc, le premier constat, en regard des travaux que la Chaire fait depuis de nombreuses années avec son bilan de la fiscalité qui est annuel, il n'y a pas de surprise. Le premier constat, c'est qu'au Québec, lorsqu'on additionne le total des impôts sur le revenu collectés et qu'on divise ça par le PIB québécois, on arrive à un des endroits dans le monde où le poids de l'impôt sur le revenu est le plus élevé. En fait, c'est 14,1 ici. En moyenne, pour les pays de l'OCDE, c'est 8,3 %, ce qui nous amène à un écart par rapport à la moyenne de l'OCDE de près de 70 % d'un poids de l'impôt sur le revenu plus élevé au Québec. Donc, clairement, premier constat, le poids dans l'économie de l'impôt sur le revenu est vraiment plus significatif ici. Un deuxième constat qu'on peut faire, mais au lieu de le faire sur le poids de l'impôt sur le revenu dans l'économie, on peut le faire sur le poids de l'impôt sur le revenu dans la structure fiscale appliquée aux contribuables québécois. Encore une fois, le poids est plus grand si on se compare toujours à l'OCDE. On a ici la première source de revenus qui est l'impôt sur le revenu sans surprise, à plus d'un tiers. Mais lorsqu'on regarde dans la moyenne de l'OCDE, on s'aperçoit que l'impôt sur le revenu, ce n'est pas la principale source de revenus, ce n'est pas la deuxième source de revenus, mais c'est la troisième source de revenus dans la structure fiscale. L'impôt sur le revenu est devancé par les cotisations sociales et est devancé par les impôts sur la consommation. Puis encore une fois, ici, si on regarde l'importance supérieure au Québec dans la structure fiscale par rapport à la moyenne de l'OCDE, on est à près de 50 % supérieur ici aussi. Donc, ça montre qu'on a une tendance à utiliser fortement les impôts sur le revenu. Un troisième constat qu'on peut faire, ici, ça met en évidence
on pourrait quasiment parler de la bipolarité du système d'imposition applicable aux Québécois, où les 4 premiers modes d'imposition qu'on vous présente sur la gauche, c'est des modes où nous les utilisons très fortement. Sur 39, nous sommes au 3e, 4e, 5e ou 6e rang en matière d'impôt sur le revenu, impôt sur les salaires, impôt sur les profits des entreprises ou impôt sur le patrimoine. Donc, des impôts qui sont fortement utilisés. Alors qu'à l'inverse, les 3 modes d'imposition plus à droite, bien là, on constate que c'est des modes qu'on utilise très peu. Cotisation sociale, taxes de vente, taxes liées à l'environnement. On est beaucoup moins haut dans le classement des forts utilisateurs. En fait, on est presque en queue de peloton dans ce cas-là. Donc, encore une fois, ça montre qu'il y a des modes de position au Québec, dont l'impôt sur le revenu, qui est fortement surutilisé. Je vous donne un 4e constat avant de passer la parole à Suzy sur le fait que l'évolution aussi avec les pays de l'OCDE, le Québec n'a pas suivi la tendance. Alors que si on regarde dans les pays de l'OCDE, depuis 40 ans, le poids de l'impôt sur le revenu a diminué dans la manière de prélever. Donc, en proportion du PIB, le poids de l'impôt sur le revenu a diminué, puis dans le quantum de la structure fiscale également. Alors que quand on regarde au Québec, bien, on a fait sens contraire. Pendant qu'eux diminuaient l'importance de leur impôt sur le revenu, nous, on l'augmentait. Donc, je continue dans les constats. Moi, les 3 prochains constats dont je vais vous parler sont dans une comparaison avec l'Ontario. Le gouvernement a clairement indiqué, le gouvernement du Québec a clairement indiqué une volonté de combler l'écart de niveau de vie avec l'Ontario, donc notre voisine, la province qui probablement économiquement nous ressemble le plus. Donc, on regarde d'un point de vue fiscal comment on se compare à cette province-là. Le premier constat est fait directement sur le barème d'imposition le barème d'impôt des particuliers, donc avec les taux combinés. On voit clairement dans ce barème-là, et celui du Québec et celui de l'Ontario, que sauf au début des revenus, à des revenus beaucoup plus bas ou des revenus très élevés, les taux d'imposition marginaux au Québec, ils sont plus élevés qu'en Ontario. La diapo suivante montre cet écart-là, donc en points de pourcentage à chacun des niveaux de revenus. Et ce qu'on voit, c'est que les écarts les plus importants dans les taux marginaux, se situent pour des revenus imposables qui sont entre 20 et 80 000 $. Donc, le 20 et 80 000 $, là, c'est peut-être la première fois qu'on en parle, mais on va vous en parler presque jusqu'à la fin de la présentation. C'est un endroit qu'on va cibler dans la présentation. Donc, dans les constats qu'on fait, c'est donc un endroit où les taux sont plus élevés de façon plus importante à cet endroit-là, et c'est réduit par la suite pour être complètement éliminé à des très hauts revenus. C'est donc une façon de de faire une comparaison sur le barème. Le prochain constat, on le fait cette fois-là sur des taux moyens d'imposition. Donc, on ne regarde pas le taux marginal, mais on regarde une fois qu'on tient compte des déductions et des crédits, quel est le taux d'imposition moyen auquel font face les contribuables à différents niveaux de revenus. Ça nous permet de voir clairement que les taux d'imposition moyens sont aussi plus élevés. Ce n'est pas surprenant au Québec qu'en Ontario. Mais on voit aussi que la progressivité, elle est plus grande, surtout à des niveaux de revenus plus bas. Comment on dit ça ou comment on voit ça? On voit ça grâce aux flèches qu'on a indiquées en début ici. Donc, la pente plus abrupte montre une progressivité plus grande, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le revenu augmente, les impôts augmentent plus rapidement au Québec qu'en Ontario à un même niveau de revenu. La progressivité, on dit toujours qu'elle est souhaitable dans un système d'impôt sur le revenu, mais une progressivité qui est très élevée peut quand même avoir des effets un peu négatifs, notamment sur l'incitation au travail. Donc, c'est aussi la progressivité beaucoup plus grande. Elle est à des niveaux de revenus plus bas, encore là, à partir de 20 000 $ jusqu'à 60, 70, 80 000. Là, ici, on est à l'année 2017. C'est donc, c'était à peu près jusqu'à 70 000 $. Prochain constat, cette fois-là, c'est sur une autre façon de regarder un écart avec l'Ontario. On le fait dans des études passées à la chaire, on le représente ici. Cette fois-là, on regarde, bon, c'est un peu plus technique, on analyse l'écart de fardeau fiscal en appliquant aux
contribuables québécois, la structure des impôts et taxes de l'Ontario. Donc, on prend la structure des impôts sur le revenu. Ici, on est à l'impôt sur le revenu de l'Ontario et on l'applique à vous et à moi en fonction de notre situation familiale et de nos revenus. Donc, pour l'ensemble, ce qu'on constate, c'est qu'on paie au Québec 9,8 milliards de plus en impôts sur le revenu parce qu'on a le système québécois et non pas celui de l'Ontario. Donc, c'est ce qu'on constate ici. 11,4 milliards de plus d'impôts sur le revenu, mais on est plus généreux avec nos crédits d'impôt remboursables. Donc, au net, c'est 9,8 milliards. Et de ce 9,8 milliards de dollars en plus, mais il y a 55 de ce montant-là qui est dû aux gens, qui est attribuable aux gens qui sont entre 20 et 80 000 $. Encore là, c'est là que ça se passe beaucoup. Donc, on paie plus avec notre système, on s'y attendait. Comment ça se distribue, ce coût supplémentaire-là, ou quelle est l'importance du fardeau supplémentaire à l'impôt sur le revenu selon où on se situe en termes de revenus? D'abord, ce qu'on voit ici dans la première partie, c'est que ceux qui gagnent moins de 20 000 $ au Québec, ils sont plus avantagés. On va, en gagnant moins de 20 000 $ recevoir plus que ce qu'on paie. Et on reçoit beaucoup plus en étant au Québec que si on avait le système, qu'on appliquait le système ontarien ici. Par contre, pour toutes les classes de revenus, ensuite, on paie davantage ici. On a un écart positif par rapport à ce qui était payé. Et l'écart le plus important, donc, ceux qui gagnent entre 20 et 80 000 en moyenne vont payer 28 ou 29 supplémentaires de plus que ce qui est le cas en Ontario. C'est donc une autre comparaison avec l'Ontario. Maintenant, encore un graphique plutôt coloré et plutôt complexe. Ici, ce qu'on présente, on veut parler d'incitation au travail davantage liée à la fiscalité. Donc ici, ce qu'on présente, la ligne noire dans tout ce graphique-là coloré, c'est le TMI, donc le taux effectif marginal d'imposition. Et quelle est la charge fiscale sur un revenu supplémentaire? Donc, qu'est-ce qui arrive quand on gagne un revenu supplémentaire? Bien, on va payer des impôts sur le revenu des particuliers, sur ce revenu supplémentaire-là. On va payer des cotisations sociales s'il s'agit du salaire et on va aussi perdre des prestations. Tout ça se met ensemble, ce qui fait en sorte que pour un revenu supplémentaire, ça se peut qu'il y ait des endroits, des zones de revenus où on en conserve moins, où on en remet davantage aux administrations publiques. Il existe donc des zones de revenus où ce taux effectif-là, il est très élevé. Ici, c'est pour un couple avec enfants. Et dans la composition de ce taux-là, il y a bien sûr aussi les taux d'imposition ou les impôts sur le revenu des particuliers. Donc, en faisant des baisses d'impôts, on va baisser aussi ce taux-là. Donc, ça peut avoir un effet sur des TMI qui pourraient être élevés dans des zones de revenus. Encore là, entre 20, dans ce cas-là, entre 20 et 60, c'est là qu'on voit les taux les plus élevés. Dernier, pour compléter ce constat-là sur l'incitation au travail, on a mis quelques notes où on a tiré d'un texte paru en 2015 qui faisait une très belle recension des liens entre la fiscalité et le travail, dans lequel ressort clairement de la littérature qu'il y en a des liens entre la fiscalité et le travail, c'est-à-dire que la fiscalité peut jouer de façon positive ou négative sur l'incitation au travail. C'est encore plus vrai pour c'est vrai pour l'entrée sur le marché du travail ou pour influencer la sortie du marché du travail. C'est encore plus vrai pour les bas revenus et pour les ménages avec des jeunes enfants, particulièrement les mères. C'est aussi vrai davantage pour les gens qui sont moins scolarisés ou qui ont une faible expérience de travail, donc chez les plus jeunes. Les constats qui sont faits dans la littérature, c'est que ça vaut la peine d'agir avec la fiscalité pour les travailleurs âgés. Ça vaut la peine de s'assurer que le coût du travail, on en tient compte dans la fiscalité. Il existe des mesures pour ça, dont la déduction pour travailleurs qui existe au Québec. Donc, il y a une série d'éléments comme ça qui montrent qu'il y a des liens avec la fiscalité et que la politique fiscale peut aider à contribuer à améliorer l'incitation au travail. Ce n'est pas négligeable dans une période aussi de pénurie de la main-d'œuvre ou de restriction de la main-d'œuvre.
Maintenant qu'on a dit ça, je vais laisser passer la parole à Luc qui va vous parler de la promesse qui est du gouvernement en place, qui est de réduire les 2 premiers taux du barème d'1 point de pourcentage et qui va vous parler de 3 alternatives. Excusez-moi, la première étant de réduire au lieu d'un point de 1,3, mais de limiter cette diminution-là jusqu'à ceux qui gagnent 80 000 $. Je vous ai dit qu'on vous redirait souvent le mot 80 000 $. L'alternative 2, qui est encore une fois, de se limiter à 80 000 $, mais de baisser le premier taux d'1 point, comme la promesse, et le deuxième d'1,8. Et finalement, une troisième alternative qui toucherait cette fois-là la déduction pour travailleurs. Alors, une fois qu'on a vu les alternatives et la promesse, je vais commencer par vous donner un peu de détails sur qu'est-ce qui a été promis par le gouvernement lors de la dernière campagne électorale. Essentiellement, c'est de diminuer les 2 premiers taux du barème d'imposition de 1 point de pourcentage dès 2023. Donc, vous pouvez le voir dans le petit graphique tableau qu'on vous présente, là. Donc, le premier taux du barème, là, on l'a mis pour 2022, mais la promesse serait pour 2023. Donc, le premier taux du barème passerait de 15 à 14. Le deuxième taux du barème passerait de 20 à 19. Il n'y aurait rien d'autre d'inchangé, sauf que dans la logique, c'est que les taux des crédits non remboursables s'appliquent, le taux qui est appliqué au taux des crédits non remboursables, c'est le taux le plus bas du barème. Donc, si on passe le taux du plus bas du barème de 15 à 14, le taux des crédits non remboursables va aller également à 14. Ceci étant dit, la CAQ, lors de la dernière campagne électorale, a aussi promis de réduire les impôts de 0,25 points de pourcentage par année de 2027 à 2032. Mais comme entre 2027 et 2032, il y a au moins une élection qui va arriver d'ici là, dans le reste de l'analyse, on ne compte que la baisse du 1 point pour 2023 qui va être modélisée. Et cette baisse-là de 1 point pour les 2 premiers taux du barème a un coût de récurrent annuel de 1,7 milliard qui va croître avec le temps, là, avec la croissance économique, mais il y a un coût initial de 1,7 milliard annuel. Bon, qu'est-ce que ça fait de baisser les 2 premiers taux du barème selon la promesse qui a été faite? Bien, ça a pour effet, d'une part, de remettre de l'argent dans la poche des contribuables. Vous voyez ici comment évoluerait la baisse d'impôts et en argent et en pourcentage du revenu disponible selon si elle était appliquée en 2022. Et vous voyez que l'augmentation en argent augmente progressivement jusqu'à atteindre un montant maximum à 764 $ pour ceux dont le revenu est de 94 200 et plus. Vous voyez que l'économie plafonne. Là, par la suite, la baisse d'impôts ne continue pas d'augmenter, même si vos revenus augmentent. Et à droite, vous le voyez, en importance du revenu disponible, donc en augmentation du pouvoir d'achat, ça progresse aussi jusqu'à atteindre 1,2 % lorsqu'on atteint le montant maximum au départ. Puis pour les revenus plus élevés, en importance relative, cette baisse-là perd de son importance en pourcentage du revenu disponible. Donc ça, c'est la promesse comme telle. Si on va voir notre première alternative, donc Suzy vous a parlé à quelques reprises, l'écart avec l'Ontario, le gros de l'écart est entre 20 et 80 000. C'est là qu'on a les écarts de taux marginal, les taux marginaux le plus élevés. Alors, on s'est dit, puisque c'est là le plus élevé, peut-être qu'on pourrait cibler les réductions d'impôts vers cette catégorie de revenus-là. Donc, au lieu de faire une baisse de 1 point de pourcentage des 2 premiers taux du barème jusqu'à 92 94 000 selon l'année où on choisira, on a dit on va le cibler jusqu'à 80 000. Ça nous permet à même coût de non plus faire une baisse d'impôt de 1 point de pourcentage, mais de faire 1,3 point de pourcentage sur le premier 80 000. Donc, vous voyez que les taux sur le premier 80 000 sont réduits davantage. Les crédits non remboursables voient leur taux de couverture aussi atteindre le même taux que le premier taux du barème d'imposition. Par contre, qu'est-ce qu'on fait, c'est que passé 80 000, on applique directement le troisième taux, qui est le taux de 24 %, donc qui commence à s'appliquer un petit peu plus tôt. Et là, vous allez voir les effets que ça fait.
En argent, ça donne des économies d'impôts plus généreuses pour tout le monde qui gagne en bas de 82 000. Et donc, en importance du revenu disponible, ça donne également des résultats plus élevés que la promesse. Par contre, vous voyez comme on devance l'application du troisième taux à 80 000. Bien là, vous voyez pour les gens à revenus plus élevés, l'économie d'impôt est plus modeste pour eux que la promesse. Mais tout ça se fait à coût nul pour l'État. Donc, ça signifie qu'on maximise la réduction d'écart de fardeau sur le premier 80 000 $. Si on va voir la deuxième alternative, on est toujours dans la logique d'essayer de cibler davantage les économies d'impôt vers les gens qui font en bas de 80 000 $, bien que les autres continuent d'en bénéficier. Et là, on fait un hybride entre la promesse où on offre le premier taux, pour le premier taux, on offre 1 point de réduction comme la promesse. Mais pour le deuxième taux, donc grosso modo entre 47 000 et 80 000, au lieu de réduire de 1 point comme la promesse, comme on l'applique jusqu'à 80 000, on peut réduire de 1,8 points pour ce taux-là. Là, encore une fois, c'est à coût nul. Vous voyez, le troisième taux commence à s'appliquer encore une fois à partir de 80 000 plutôt qu'à partir de 93 000. Et là, on revient à une réduction là, pour les crédits de 1 point de pourcentage. Et encore une fois, si on va voir sur les ménages, bien là, on va voir qu'on est capable, pour ceux qui ont droit à l'économie maximale, il y aurait un peu plus. Même ceux qui gagnent 50 et 75 000 auraient un peu plus. Par contre, encore une fois, pour ceux qui gagnent autour de 25 000, il y aurait la même chose qu'il y avait avec la promesse. Donc, il ne serait pas perdant par rapport à la promesse. Mais les gens à revenus plus élevés auraient moins que la promesse initiale. Bon. Ça, c'est deux alternatives qui calquent un peu la promesse, mais qui changent un peu la modulation pour cibler davantage vers les 80 000 et plus. La troisième alternative que Suzy a nommée tout à l'heure, on change un peu de registre. On s'en va en disant, on est dans un contexte où il y a une pénurie de main-d'œuvre. On est dans un contexte où on veut inciter davantage le travail. Donc, la réduction d'impôt dans ce cas-là serait ciblée uniquement sur les revenus de travail. Donc, la réduction serait ciblée seulement sur ceux qui participent au marché du travail, ceux qui ont des revenus de placement, qui ont des revenus de retraite, ne seraient pas visés par cette mesure-là. Pour ceux des revenus de retraite, on a vu par contre, la première mesure qu'on a analysée, le soutien aux aînés serait concerné par cette mesure-là. Donc, il y aurait une modulation entre les deux mesures. Bon, comment ça marche la déduction pour travailleurs au Québec? Actuellement, on a 6 % de notre premier revenu de travail qui va jusqu'à 20 583 nous donne une déduction, un peu comme une déduction réelle. On déduit dans notre revenu imposable 1 235 $ en 2022, selon les paramètres actuels de la déduction pour travailleurs, qui cherche à prendre en compte qu'il y a peut-être des dépenses inhérentes à aller sur le marché du travail et une volonté de les reconnaître et d'inciter au travail. Ce qu'on propose avec la même enveloppe budgétaire que la promesse fiscale qui a été faite, c'est de tout mettre dans la déduction pour travailleurs, de faire augmenter le taux de cette déduction-là de 6 à 7 et de faire augmenter la couverture des premiers dollars couverts par la déduction pour travailleurs jusqu'à 70 000, de sorte que les gens auraient 4 900 $ de déduction maximale qui viendrait réduire leur revenu imposable de cette façon-là. Et de cette façon-là, bien, vous voyez que les économies d'impôt en argent sont plus significatives qu'ils ne l'étaient avec la promesse initiale, notamment pour les gens à 25, 50, 75 000. Vous voyez également que l'économie d'impôt, de la manière dont est calculée la déduction, est atteinte plus tardivement. Ça, il faut le prendre en compte. Mais comme on cible uniquement sur les gens qui ont des revenus de travailleurs, bien, vous vous apercevez que l'économie pour eux de ce changement-là est plus significatif. Donc, tout le monde, en pourcentage du revenu disponible, a des gains plus forts qu'il ne l'avait par la promesse ou par les autres propositions. Merci, Luc. Maintenant qu'on a vu la promesse et les trois alternatives, on va essayer de comparer les effets là, pour se faire une idée qu'est-ce qui semble le mieux ou c'est quoi les effets différents d'un à l'autre.
Donc, la première chose qu'on regarde ici, c'est qu'on va aller voir comment se distribue ce coût-là. On a dit que ça coûtait 1,7 milliard. Peu importe les alternatives ou la promesse, c'est 1,7 milliard. Quel est le coût ou en fait, quel est le coût? Quel est le bénéfice pour les contribuables? Le coût pour le gouvernement, c'est un bénéfice en économie d'impôt, mais qui profite le plus de ces économies d'impôt en fonction du revenu? Mais ce qu'on voit, c'est que dans chaque cas, c'est ceux, comme c'est les personnes qui étaient visées, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, entre 20 et 80 000 qui bénéficient de la majeure partie des économies d'impôt. Donc, de façon plus importante, ça va avec ce que Luc expliquait aussi dans le cas des alternatives 1 et 2, c'est-à-dire d'augmenter le taux de la réduction d'impôt jusqu'à 80 000, de la limiter jusqu'à 80 000. On voit donc qu'on atteint 75 des économies qui sont aux gens de 20 et 80 000. Et 80 000 dans ces cas-là, entre 70 et 75 Ceux à revenus plus élevés vont bénéficier moins des réductions d'impôts et encore moins dans le cas des alternatives 1 et 2, vu qu'on les réduisait même par rapport à ce qui était atteint autour de 80 000 Donc, on voit les objectifs sont atteints entre 20 et 80 000, mais il y a des différences dans l'importance de ce qui est fait par rapport à ça. Je vous ramène encore une fois à l'écart de fardeau fiscal avec l'Ontario. Entre 20 et 80 000, c'était là qu'on payait beaucoup plus par rapport à l'Ontario. Qu'est-ce que ça change une fois qu'on regarde nos alternatives et la promesse? Est-ce qu'il y a une réduction de cet écart-là? Mais oui, il y a une réduction de cet écart-là. Là, je me concentre vraiment dans le groupe des 20 à 80 000. Donc, la réduction, elle est dans le cas de toutes les alternatives et de la promesse. Par contre, encore une fois, la réduction va être plus importante en points de pourcentage, donc entre 6 et 7 points de pourcentage avec les alternatives qui plafonnent à 80 000 le bénéfice de la réduction d'impôt à 80 000 et qui est ensuite réduit. Mais dans tous les cas, on voit une réduction et c'est pour ce groupe-là que la réduction est la plus importante. C'est naturellement très conséquent, là, mais c'est ce qu'on voit avec cette diapo-là aussi. Bon, et vous voyez évidemment que si l'écart de fardeau diminue, bien, on peut se douter que le revenu disponible augmente, donc avec les réductions d'impôts qui ont été faites ou les simulations qui ont été faites. Et donc, vous voyez ici que le revenu disponible s'accroît dans tous les cas, que ce soit pour la promesse ou que ce soit pour les trois alternatives. À chaque fois, il y a une augmentation donc du pouvoir d'achat. Et vous pouvez voir là où les proportions sont les plus grandes. Donc, c'est quand même intéressant de le voir. Si on opte pour l'alternative 1 plutôt que la promesse, les augmentations de pouvoir d'achat ou d'augmentation de revenus disponibles sont plus importantes jusqu'à 85 000 et après sont moins importantes que la promesse. Et si on regarde en ciblant non plus l'ensemble des revenus des gens sur le revenu imposable, mais qu'on regarde plutôt le revenu des travailleurs, l'alternative 3 offre des augmentations de pouvoir d'achat pour les travailleurs, cette fois ciblées pour les travailleurs, plus fortes dans tous les cas que pour la promesse qui a été faite. Donc, on tend tranquillement à faire une synthèse et arriver vers la fin. Évidemment, que ce soit la promesse ou les alternatives, il y a des avantages et des inconvénients. Chaque scénario possède ses avantages. Ici, si on commence avec la promesse qui a été faite, bien, on peut dire que c'est visible, les réductions. C'est des réductions dans le barème d'imposition. Ça permet de faire des comparaisons avec d'autres juridictions. C'est des baisses d'impôts qui sont visibles. Est-ce que ces baisses d'impôts-là sont ciblées là où les écarts sont le plus grands avec l'Ontario? On peut dire que oui, parce que baisser les deux premiers taux du barème, on baisse, dans le fond, grosso modo, le premier 95 000 de revenus imposables. On peut dire que oui, c'est ciblé. Est-ce que ça cible les revenus de travail? Non, ça cible tous les revenus. La promesse, que ce soit des revenus de retraite, des revenus de travail, des revenus de placement, tous les revenus sont ciblés. Et donc, il n'y a pas ciblé uniquement aux revenus de travail. Est-ce que l'économie est plafonnée au-delà d'un certain seuil? Bien, comme on réduit seulement les deux premiers taux du barème, on peut dire oui que l'économie est plafonnée. Est-ce qu'on offre des économies moindres aux revenus qu'on l'offrirait à certains groupes à revenus moyens élevés?
non, en baissant les 2 premiers taux du barème, ceux qui ont l'économie maximale, ils vont l'avoir, qui gagnent 95 000, 125 000, 250 000. L'économie n'est pas réduite pour les hauts revenus. Maintenant, si on dit, ben, est-ce que les alternatives nous permettent de faire mieux? Ben, dans les 2 premières alternatives, effectivement, ils font la même chose en matière de visibilité, ils sont aussi visibles, donc l'objectif sera aussi bien atteint. Est-ce que par rapport à l'Ontario, bon, on pourrait même dire que les deux scénarios alternatifs 1 et 2 sont un peu plus ciblés parce qu'ils sont vraiment sur les 80 000 et plus, donc ça, il faut le garder en tête. Tout comme la promesse, si on joue dans le barème, on ne cible pas que les revenus de travail, on cible l'ensemble des revenus. L'économie est plafonnée au-delà d'un certain seuil qui est plus tôt, à 80 000, mais comme pour la promesse. Et la différence qu'il y a par contre dans l'alternative 1 et 2, c'est comme on devance l'application du 3e taux, l'économie qui est plafonnée va être un peu réduite lorsque les revenus des gens sont plus élevés. Et donc, les hauts salariés, les hauts revenus ont des économies d'impôt moindres que le montant maximal offert par la variation du barème. Donc, ça, on peut dire à ce compte-là que les alternatives 1 et 2 offrent un petit peu plus d'avantages. Si on va pour l'alternative 3, on en a déjà parlé, bien là, c'est dommage, mais c'est mieux ciblé sur les revenus de travail. Donc, on a une coche de plus. La 3e, c'est plus ciblé sur les revenus de travail. Il faut reconnaître que c'est un peu moins visible si on veut faire des comparaisons parce que ce n'est pas inclus dans le barème, c'est inclus à l'intérieur des déductions. Donc, ça, puis les économies d'impôt, oui, sont plafonnées, mais pour les revenus plus élevés, ils vont aussi avoir droit à ce maximum-là. Donc, il n'y a pas de réduction. Donc, il y a peut-être un petit peu moins d'avantages avec cette alternative 3-là. Bon, si on veut conclure un peu, qu'est-ce qu'on a à retenir en matière de réduction de l'impôt sur le revenu? Bien, ça a quand même un coût récurrent annuel qui est non négligeable, 1,7 milliard la première année. Certains vont se rappeler que lors de la dernière campagne électorale, on a dit que pour financer la réduction d'impôt sur le revenu, ça va se faire par une réduction des versements au fonds des générations. Est-ce que c'est une option qui est possible? Oui, ce n'est pas une option qui est impossible, mais avant de la faire, il y a des conditions préalables cependant. Il va falloir que d'ici le budget 2023 ou au budget 2023, le gouvernement présente son plan de résorption des déficits en vue d'atteindre l'équilibre budgétaire en 27-28 et qui revoit la loi sur le remboursement de la dette et créant le Fonds des générations pour voir avec la nouvelle loi, est-ce qu'on est capable d'atteindre nos cibles, est-ce qu'on est capable d'atteindre nos objectifs et est-ce qu'on est capable de réduire les versements au Fonds des générations tout en atteignant nos cibles? C'est des questions préalables qui vont devoir se poser. Ensuite, si c'est financièrement possible de financer les baisses d'impôts par une réduction des versements au Fonds des générations, là, on pourra envisager de faire des réductions d'impôts, peut-être après le budget 2023, donc à partir de juillet 2023. Compte tenu des alternatives qu'on vous a proposées, on aurait intérêt d'en tenir compte pour essayer, à ce coût-là, de maximiser les effets. Mais il ne faut pas perdre de vue que ça devenant qu'on ait des moyens financiers limités pour mettre en œuvre la réduction d'impôts, bien là, il faudra se poser certaines questions. Si on n'a pas entièrement les moyens de réduire les versements au Fonds des générations pour les financer, il faudra se poser des questions de type, est-ce qu'on met en place des réductions d'impôts progressivement au lieu de faire un point en 2023? Est-ce qu'on fait un quart de point en 2023, un quart de point en 2024, 2025, 2026? Ça serait moins rapide pour la Poste du ménage, mais ça l'offrirait un meilleur arrimage avec la promesse que le gouvernement a faite de faire 6 autres baisses d'impôts à partir de 2027. Donc, ça serait à voir. L'autre élément, c'est si on n'a pas les moyens, comme je vous ai montré un peu l'utilisation des modes d'imposition, bien, si le gouvernement tient à réduire l'impôt sur le revenu, il y a peut-être d'autres modes qui pourraient être haussés pour financer une partie de cette réduction-là. Donc, on arrive vraiment à la fin, si on veut avoir un peu de temps pour avoir des questions. Donc, on arrive dans le fond, le mot de la fin, ça serait quoi? Bien, ça serait préalablement à faire des réductions préalablement aux promesses fiscales, dans le fond, qui sont récurrentes. Il faut se rappeler quand même que nous sommes en présence d'un cadre budgétaire déficitaire. Il faut se rappeler qu'il y a un ralentissement économique attendu, donc le ministre a parlé. Donc, tout ça va faire en sorte que ça va avoir un effet
sur le nouveau cadre, le nouveau sol budgétaire. On l'a vu déjà un peu avec le rapport préélectoral, mais avec la mise à jour économique, il va y avoir un nouveau cadre budgétaire qui va intégrer une partie des promesses, mais qui va aussi prendre en compte le ralentissement économique. Donc, il va peut-être qu'il y aurait lieu d'adapter la mise en œuvre de certaines promesses pour que ça rime avec le nouveau cadre financier et le ralentissement économique attendu. Et en fin de compte, dans le budget 2023, il va falloir, je pense, garder le cap sur le retour à l'équilibre budgétaire jusqu'en 27-28 et revoir les mécanismes de fonctionnement de la loi sur la réduction de la dette instituant le Fonds des générations. C'est à la lumière de ces deux lois-là et de leur bon fonctionnement qu'on va pouvoir voir s'il y a de la manœuvre pour enclencher des modifications ou remplir des promesses fiscales. Je pense qu'on va arrêter ici. Donc, je te laisse faire le mot de la fin, les remerciements. Parfait. Donc, les remerciements, c'est évidemment, on vous remercie d'être là et d'être aussi nombreux à chaque occasion. Peut-être prendre 10 secondes pour vous parler des événements à venir. On a un midi-conférence la semaine prochaine, le 22 novembre, avec le bureau de l'Ombudsman des contribuables canadiens. Donc, allez voir sur notre site si vous n'êtes pas déjà inscrit. Donc, un échange intéressant avec un organisme à foi méconnu. Donc, c'est un peu ça. Et dans la suite, là, d'ici Noël, on a bien noté qu'il y aura une mise à jour économique au Québec le 8 décembre prochain, qu'on appelle le point sur la situation économique et financière. Donc, sûrement qu'on va l'analyser. S'il y a des mesures fiscales qui en découlent, on fera un regard le lendemain là, pour couvrir les faits saillants de cette annonce-là du gouvernement du Québec le 8 décembre prochain. Alors, puis je vois que déjà dans la barre de discussion, là, on a déjà mis le lien pour le midi-conférence sur l'Ombudsman. Alors, sans autre élément, je vous dis merci encore une fois d'avoir été là. Merci. Merci à Suzy et à bientôt.